Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. Nous allons découvrir ensemble les principaux titres qui composent notre actualité aujourd'hui. Sur le plan national, nous reviendrons sur l'annonce de la fin de la pénurie de carburant par le PDG de Naftal. Nous intéresserons ensuite à la sortie de piste d'un avion d'Air Algérie à l'aéroport de Paris-Orly. À l'international, nous reviendrons sur l'actualité sanglante en Libye où Daesh a égorgé 21 chrétiens égyptiens. Nous irons ensuite en Égypte où le général El-Sisi a lancé des frappes aériennes contre Daesh en Libye. Enfin, nous finirons avec du sport et l'annonce du report du match de la Coupe d'Algérie opposant l'USMA à l'AS Sochaux. Nous débutons ce journal avec de la météo. L'Office national de météorologie a annoncé de fortes chutes de pluie dans les villes de l'est du pays à partir de ce lundi, avec une persistance des perturbations climatiques sur ces régions. Les prévisions météorologiques prévoient de fortes précipitations qui atteindront les 60 mm dans les régions est du pays. Les wilayas concernées par ces turbulences sont Annaba, Béjaïa, Skikda, Djidjel, El Tarf, Guelma, Soukharas, Constantine et le nord de Sétif. Petite frayeur pour les passagers du vol AH1004 de la compagnie nationale Air Algérie qui a réalisé une sortie de piste lors de son atterrissage ce lundi après-midi à l'aéroport de Paris-Orly. Le vol reliant l'aéroport d'Alger Houari Boumediene à l'aéroport de Paris-Orly de la compagnie Air Algérie est sorti de piste pour des raisons encore indéterminées. L'avion a atterri sans aucun souci avant de continuer à rouler jusqu'à s'enfoncer sur la pelouse du tarmac, bloqué sous son propre poids. Une équipe d'assistance a été dépêchée pour débarquer les passagers, tous indemnes. La compagnie Air Algérie a qualifié cet incident de mineur, expliquant qu'il n'y a eu ni dégâts corporels, ni dégâts matériels. Côté éducation, la coordination nationale des professeurs de l'enseignement secondaire et technique maintient la grève pour une journée renouvelable à partir de demain, et ce malgré les promesses de Nouria Benrabrit. Lors de ces pourparlers, Mme Benrabrit n'a pas manqué d'afficher sa bonne volonté pour régler tous les problèmes en rapport avec le statut particulier des enseignants, pour lequel d'ailleurs la ministre reconnaît des défaillances. Malgré les multiples appels à l'apaisement de la première responsable du secteur, cela n'a pas dissuadé les syndicats de renouer avec les mouvements de grève. La ministre de l'Éducation nationale opte cette fois pour une nouvelle stratégie afin de tenter de désamorcer la crise qui secoue son secteur dans la réunion de mercredi à laquelle seront conviés tous les syndicats. En économie, Zoubida Ben Moufouk, directrice de la section raffinage à la Sonatrach, a déclaré ce lundi matin que la production en essence de l'Algérie sera excédentaire en essence d'ici fin 2016. La directrice de la section raffinage à la Sonatrach explique que la production actuelle nationale atteint 8 à 9 millions de tonnes de gasoil et 4 millions de tonnes d'essence. Elle indique ainsi que cette production devrait être excédentaire d'ici fin 2016. Ce rebond sera réalisé grâce à l'entrée en activité de la raffinerie d'Alger, laquelle viendra renforcer les raffineries déjà opérantes d'Arzou et de Skikda. Zoubida Ben Moufouk a également précisé qu'avec la rénovation de ces deux raffineries, l'Algérie a déjà réduit de 40% la facture d'importation de gasoil et de près de 50% celle d'essence. Le nouveau projet de construction de 3 nouvelles raffineries coûtera près de 10 milliards de dollars à la Sonatrach dans le but de produire l'équivalent de 9 millions de tonnes de gasoil et 4 millions de tonnes d'essence d'ici à l'aube 2018. Ces 3 nouvelles raffineries permettront donc à l'Algérie de doubler sa production en essence et en gasoil pour mieux répondre à la demande du marché actuel en plein boom. Elles seront localisées à Tiaret, Biskra et Hassim Saoud. Toujours en Algérie, Saïd Akretch, président-directeur général de Naftal, a annoncé la fin des pénuries de carburant sur le territoire algérien, dans une déclaration faite ce lundi matin à la radio Chaîne 1. Le PDG de Naftal est revenu sur les récentes pénuries qui ont touché l'est du territoire national ces dernières semaines, en les expliquant par des difficultés d'acheminement suite aux intempéries et à la fermeture du port de Skikda ces derniers 20 jours. Il a également rassuré nos concitoyens en déclarant que la production de carburant national se poursuit et que la Naftal a mis plus de 2 millions de tonnes de carburant supplémentaires, tout en indiquant avoir renforcé ses moyens de transport, notamment par le biais d'acquisition de 6 camions-citernes. Enfin, il a expliqué que la demande nationale en carburant est de plus en plus importante et qu'elle croît de presque 50% ces dernières années. Le vice-ministre qatari des Affaires étrangères chargé de la coopération internationale, Mohamed Ben Abdelrahman Ben Jassim El Thani, a déclaré ce lundi à Alger que son pays soutient les efforts de l'Algérie pour le règlement de la crise en Libye et au Mali. À l'issue de sa visite en Algérie, Mohamed Ben Abdelrahman Ben Jassim El Thani a annoncé à la presse, suite à son entretien avec le ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra, le soutien permanent du Qatar à l'Algérie. Il a également mis en avant les questions libyennes et maliennes tout en insistant sur les efforts de l'Algérie à trouver une solution dans ces deux régions.
Le vice-ministre qatari des Affaires étrangères chargé de la coopération internationale était en Algérie dans le cadre du suivi des travaux de la réunion de la commission mixte algéro-qatari qui s'est déroulée à Doha les 23 et 24 novembre 2014. Il avait également pour mission la relance des partenariats commerciaux entre les deux pays sur les sujets de l'industrie, de l'agriculture, de l'énergie et du tourisme. Sur le plan international, dans le Golfe Persique, des affrontements armés ont fait 4 morts dans la nuit à Aden, dans le sud du Yémen, où des paramilitaires ont attaqué une force de police soupçonnée de lien avec les milices chiites des Houthis. 2 membres des forces spéciales de police et 2 des hommes des comités de défense populaire ont été tués dans les affrontements qui ont éclaté à minuit et n'ont cessé qu'à l'aube, selon un bilan de l'hôpital public Al-Jamhouriya. Les paramilitaires accusent les forces spéciales de police chargées de garder les bâtiments publics d'être liés aux Houthis qui ont pris le pouvoir à Sanaa. Ils facilitent l'entrée de combattants Houthis pour s'emparer d'Aden, a affirmé l'un des responsables des comités de défense populaire loyal au président démissionnaire Abdrabou Mansour Hadi. À l'issue des affrontements, les membres des forces spéciales de police ont été chassés des alentours de la télévision et de la radio publique à Aden. Les autorités provinciales d'Aden et des provinces proches de Lahj et de Mahra ont réitéré hier leur rejet du coup d'État des Houthis à Sanaa et demandé que le président Hadi soit rétabli dans ses fonctions. Sanglante nouvelle en Libye, où la branche locale de Daesh a mis en ligne ce dimanche une vidéo mettant en scène l'égorgement de 21 chrétiens égyptiens vêtus d'une tenue orange au bord de la plage. Le Caire annonce un deuil national de 7 jours. Le groupe de 21 chrétiens égyptiens avait été enlevé en janvier à Sirte en Libye. Un mois après, une vidéo a été mise en ligne par Daesh mettant en scène les 21 personnes ligotées, les mains dans le dos, vêtues d'une tenue orange au bord de la plage, égorgées un à un. Un des terroristes prend ensuite la parole en anglais pour annoncer une vengeance liée à l'exécution d'Oussama Ben Laden. Il déclare ainsi « Cette mer dans laquelle vous avez caché le corps de Sheikh Oussama Ben Laden, nous jurons que nous la mélangerons avec votre sang. » La même personne déclare se trouver au sud de Rome et annonce se lancer à la conquête de la capitale italienne, laquelle avait annoncé la fermeture de son ambassade en Libye. Le chef d'État égyptien Al-Sisi avait déclaré à la télévision en réaction à ces exécutions qu'il s'emploierait à venger ces assassinats. En réponse à ces exactions, l'armée de l'air égyptienne a bombardé tôt lundi matin des positions de Daesh en Libye. Les autorités égyptiennes n'ont pas attendu pour frapper Daesh au lendemain de la diffusion de cette vidéo montrant la décapitation de 21 Égyptiens de confession copte. L'opération visait des camps, des sites d'entraînement et des arsenaux de l'État islamique situés à proximité de la frontière entre l'Égypte et la Libye. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a affirmé dimanche que l'Égypte se réservait le droit de répondre par tous les moyens qu'elle jugerait nécessaires à l'exécution des 21 coptes par les djihadistes de l'EI en Libye. Les autorités égyptiennes ont convoqué d'urgence le Conseil national de défense. Le président al-Sisi a juré de punir les assassins de la manière adéquate. En janvier, la branche libyenne de l'EI avait affirmé avoir kidnappé 21 coptes égyptiens en Libye et le Caire avait confirmé que 20 de ses ressortissants avaient en effet été enlevés dans ce pays voisin lors des 2 attaques distinctes. Dimanche, une vidéo a été diffusée par l'État islamique montrant la décapitation des coptes. Abdel Fattah al-Sisi a décrété 7 jours de deuil national. Toujours en Libye, des sources locales ont révélé lundi que les milices Fajr Libya ont encerclé certains quartiers aux alentours de la capitale libyenne, au milieu d'affrontements qui sont soldés par l'enlèvement d'un jeune homme. Les mêmes sources ont expliqué que les milices de Fajr Libya ont bouclé certains domaines en utilisant différents types d'armes automatiques. De violentes explosions ont été entendues et un échange constant de feu ont continué jusqu'à l'aube. Des gouvernements parallèles et de multiples milices armées s'affrontent dans une lutte de pouvoir permanente et meurtrière depuis la mort du dirigeant Muammar al-Kadhafi en 2011. Craignant pour ses ressortissants se trouvant encore en Libye, l'Italie a fermé son ambassade à Tripoli et rapatrié son personnel du fait du contexte de violence actuel. Le corps diplomatique italien était l'une des dernières missions européennes restantes. Direction l'Europe maintenant avec la France. Le président français François Hollande et le Premier ministre Manuel Valls ont tous deux pris la parole pour témoigner leur solidarité au peuple juif au lendemain des profanations de cimetières hébreux dans le Bas-Rhin en France. François Hollande s'est adressé à la communauté juive ce lundi et a déclaré que les juifs ont leur place en Europe et en France particulièrement, avant d'ajouter que la France a pour les juifs qui vivent ici la considération la plus forte. De son côté, Manuel Valls a été beaucoup plus passionné et c'est avec beaucoup d'émotion qu'il fait une véritable déclaration d'amour au peuple juif en annonçant que la France ne veut pas leur départ et qu'à chaque fois qu'un juif de France part, c'est un morceau de France qui s'en va. Mon message aux Français juifs est le suivant. La France est blessée, comme vous, et la France ne veut pas votre départ.
La France vous dit une nouvelle fois son amour, son soutien, sa solidarité. Cet amour est bien plus fort que les actes de haine, fussent-ils répétés. Et la maison des Français juifs, c'est la France. Je regrette d'ailleurs les propos du Premier ministre Netanyahou. Quand on est en campagne électorale, ça ne veut pas dire s'autoriser à n'importe quelle déclaration. Ces déclarations font également écho aux propos du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui avait exhorté tous les juifs d'Europe à rejoindre Israël. Manuel Valls y a également réagi ce matin en déclarant regretter les propos de Benjamin Netanyahou en l'accusant d'une manœuvre politique, celui-ci en campagne pour les élections législatives en Israël. Ce n'est pas la première fois que Manuel Valls déclare sa flamme aux Juifs. Il avait ainsi déclaré le 22 janvier 2015 que le départ de 100 000 Juifs infligerait un coup plus dur à la France que 100 000 chrétiens. Avant ça, le 17 juin 2011, il avait annoncé être éternellement lié au peuple juif et à l'État d'Israël par sa femme. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Roland Dumas, ex-ministre des Affaires étrangères français sous François Mitterrand, a déclaré ce lundi matin sur la chaîne d'information française BFM TV que Manuel Valls est probablement sous influence juive. Sous le prétexte que je défendais à une époque, je défends toujours les Arabes contre les Israéliens, les Palestiniens, il m'a agressé un jour alors que je le connais à peine, que c'est un copain de parti. Oui. Mais bon, il a des alliances personnelles. Il est sous influence juive? Ah, ça, probablement. Ben, vous le pensez? Je peux le penser. Tout le monde a un peu d'influence. On en a d'abord beaucoup sous l'influence de sa femme. Pourquoi dites-vous ça? Sous l'influence de sa femme. Toujours en France, le Premier ministre Manuel Valls a déclaré lundi que le risque de voir se perpétrer en France des attaques terroristes reste élevé, en particulier si des mesures de sécurité spéciales ne seront pas prises. À l'instar de l'Europe, la France est sur le pied de guerre. Le Premier ministre français Manuel Valls a utilisé pour la première fois le terme d'islamo-fascisme pour qualifier la menace pesant sur l'Europe. Pour combattre cet islamo-fascisme, l'unité doit être notre force. Il ne faut céder ni à la peur ni à la division, a déclaré Manuel Valls. Les attaques du week-end à Copenhague, qui ont fait 2 morts, ont suscité une nouvelle onde de choc en Europe confrontée au défi du terrorisme islamiste. En Israël, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exhorté tous les Juifs d'Europe, et plus particulièrement du Danemark, de l'Ukraine, de la Belgique et de la France, à venir en Israël et à quitter leur pays d'origine. Le Premier ministre israélien a déclaré ce dimanche à la suite des attentats de Copenhague « Nous disons aux Juifs, à nos frères et à nos sœurs, Israël est votre maison. Nous nous préparons et nous appelons à l'absorption d'une immigration massive d'Europe », a déclaré le chef du gouvernement israélien. Le même jour, le Conseil des ministres a adopté un plan destiné à encourager l'immigration de Juifs venus de France, d'Ukraine et de Belgique, 3 pays considérés stratégiques. La France et la Belgique en raison des récents attentats qui y ont eu lieu, et l'Ukraine en raison de la guerre dans la partie est du pays. Il a également exhorté les Juifs danois à faire leur alia vers la terre israélienne. Le gouvernement israélien a débloqué une enveloppe de 40 millions d'euros pour mener à bien la réalisation de ce projet. Les Juifs danois ont réagi aux propos du Premier ministre israélien en le remerciant de son invitation, mais en déclinant la proposition, s'estimant d'abord danois avant d'être juif. La réelle question qui se pose est le relogement de ces potentiels migrants en Israël. Se fera-t-elle au détriment du peuple palestinien, sans cesse humilié, tué et colonisé dans ces terres? Retour en Europe avec l'Ukraine. La période de cessez-le-feu opérée après minuit dimanche en Ukraine a porté un léger espoir d'une solution d'un conflit et ont fait plus de 5300 morts. Toutefois, moins de 2 heures après le début du cessez-le-feu, les 2 parties s'accusaient déjà de nouvelles attaques. Le département d'État américain a affirmé pour sa part que des images de l'Est de l'Ukraine montraient des éléments de preuve crédibles d'un déploiement plus large par l'armée russe d'artillerie et de lance-roquettes autour de Debaltsev. Les accords conclus à Minsk prévoyaient un retrait des armes lourdes tant du côté ukrainien que du côté des séparatistes pro-russes dans les 48 heures suivant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu afin de créer une zone de sécurité d'au moins 50 km de large de part et d'autre. Les combats entre les belligérants ont commencé en avril 2014 lorsque des séparatistes pro-russes ont pris le contrôle de certaines villes de l'Est du pays. Les rebelles étaient outrés que le président ukrainien Viktor Yanukovych, qui était favorable à la Russie, ait été évincé du pouvoir après des mois de manifestations à Kiev. Le conflit a fait au moins 5300 morts. Danemark maintenant, où le profil de l'auteur des fusillades de Copenhague a été révélé par les autorités danoises. Il s'appelle Omar Abdelhamid El-Hussein, est âgé de 22 ans, et serait proche de l'idéologie de l'organisation terroriste Daesh. L'auteur de la double fusillade de samedi soir à Copenhague, qui a engendré 2 morts et 5 blessés, est de nationalité danoise et d'origine palestinienne.
Il a 22 ans, se prénomme Omar Abdelhamid El-Hussein et est déjà connu des services de police danois, notamment pour des faits d'agression à l'arme blanche en 2013. Il serait proche de l'idéologie de l'organisation terroriste Daesh et a publié une vidéo sur internet 45 minutes avant de passer à l'acte. Toujours selon les autorités danoises, 2 autres personnes ont été placées en garde à vue et seront poursuivies pour complicité. Selon l'avocate de l'un d'eux, ils ne sont pas soupçonnés de terrorisme mais de complicité, soupçonnés d'avoir aidé l'auteur des attaques à faire disparaître l'arme et à se procurer une cachette. Leur identité n'a pas encore été révélée par les services de police danois. Sport maintenant, où l'on apprend que Mziane Eril est nommé nouvel entraîneur du club algérois de Lusendey en remplacement de Hugo Brousse, remercié en raison de mauvais résultats. Le nouvel entraîneur occupera son poste jusqu'à la fin de saison dans un premier temps en conservant le staff technique actuel. Sa principale mission sera de redresser le club de Lusendey et d'éviter la relégation, actuel 15e du championnat algérien avec 21 points. Rappelons que Mziane Eril était sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie de 1973 à 1982. Toujours avec le football et la Coupe d'Algérie, où le quart de finale opposant l'USMA à l'AS Schleuf, initialement prévu ce vendredi, sera reporté à une date non encore fixée. Cette décision opérée par la Ligue de football algérienne survient en prévision du match de Ligue des champions africaine qui opposera l'AS Schleuf au club de Sierra Leone, Comboy Eagles. On en arrive maintenant à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur Numidia News.